Vous êtes nombreux à nous suivre, madame, messieurs. Bienvenue à tous sur Congo 26 Télévision dans ces débats du week-end. 26 Presse, votre magazine. Vous le savez certainement, le président Félix Tshisekedi a récemment prononcé un discours à Kisangani où il a abordé plusieurs sujets clés. Le chef de l'État congolais a réitéré sa volonté de reviser la constitution de la République démocratique du Congo, soulignant que la constitution actuelle contient plusieurs irrégularités qui entravent le bon fonctionnement des institutions. Il a également insisté sur la nécessité d'adapter la loi fondamentale aux réalités sociopolitiques congolaises. Alors, quid de cette démarche par rapport à la cohésion nationale? Vous le savez certainement, la Sanko avec l'Église catholique s'est opposé il y a très longtemps à cette démarche. Moïse Katumbi, qui estime que Tshisekedi n'était pas prêt à être président de la République. Le FCC a rejeté cette démarche. Martin Fayulu, pour lui, Tshisekedi joue avec le feu. Alors, nous allons essayer d'analyser ces sujets et l'impact que cela peut avoir sur la société congolaise avec mes invités de ce samedi. Pour vous, je reçois Ben Chanal Kimoni. Bienvenue. Merci. Vous êtes analyste politique, proche de l'opposition. Ah ouais, je suis de Alternative 2028. Alternative 2028 avec l'honorable Ados Nomassi. Exactement. Voilà. Nous vous recevons ici, vous êtes analyste politique. Avec vous, nous allons aborder ces sujets. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Didier Mbongo-Mingi. Vous êtes analyste politique indépendant. Oui, indépendant. Et journaliste, également. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir également ici. Merci. Merci de nous faire l'honneur d'être présent sur ce plateau. Alors, vous le savez certainement, nous avons l'habitude d'avoir un plateau à 3, spécialement aujourd'hui. Nous aurons un plateau à 2. Parce que notre invité, qui devrait compléter cette table, s'est excusé par rapport à d'autres engagements qu'il a eu à avoir. Alors, je veux directement, on va directement mettre le pied dans le plat. Avec vous, Ben Chanal Kimoni, la constitution congolaise aujourd'hui n'est pas adaptée aux réalités sociopolitiques congolaises. Vous allez répondre à cette question, mais j'aimerais commenter une activité que vous avez eue dans le cadre des héritiers politiques de Chérubin Okende. Vous avez visité sa terre natale. Est-ce que, de manière brève, vous pouvez nous faire l'économie de cette visite que vous avez eu à effectuer? Paix à son âme, Chérubin Okende. Oui, effectivement, on a eu à faire cette activité-là. C'est dans le cadre de la vision politique que nous avons héritée de ces grands hommes politiques de notre pays. Vous savez, si vous aviez côtoyé, toi et moi avions côtoyé des très proches, le vieux Chérubin Okende, tous ceux qui l'ont côtoyé sont unanimes sur un point. C'est que c'était un monsieur qui avait des valeurs. Alors des valeurs que si aujourd'hui, ne serait-ce que la moitié des acteurs politiques congolais commençaient à appliquer sa vie, sa façon, sa croyance en la République, aujourd'hui la République peut avancer de plusieurs pas des géants. Mais bref, nous on le fait et on continuera à le faire en tant que notre maître politique. Et nous n'avons pas voulu vraiment politiser cela. Nous gardons ça comme étant notre héritage pour que chaque fois nous continuions à les vénérer, à effectuer ce genre de pèlerinage pour que les générations qui viendront après sachent que même s'il y a une certaine période de la République, nous avons connu des acteurs politiques versatiles, des acteurs politiques qui n'étaient pas assis sur des bases réelles républicaines. Mais il y a eu aussi des gens qui se sont distingués. Et parmi ces gens-là, il y a Chérubin Okende. Alors, il y a Chérubin Okende. Ceux qui nous suivent certainement m'en vouloir si nous ne parlons pas de cette affaire qui est encore en justice. On le sait, Chérubin Okende a été retrouvé mort dans son véhicule. Il y a eu plusieurs discours qui ont été faits par rapport à cette mort tragique. Bon, on ne va pas revenir dans le débat, mais est-ce que vous avez des informations sur l'évolution du procès? Bon, le procès pour l'instant est au point mort. Hein. C'est au point mort. Bon, comme nous étions aussi décidés de ne pas trop commenter sur ça, sauf qu'il y a la maman qui est empêchée de tout mouvement, qui son passeport se retrouve jusque maintenant entre les mains de la DGM. Le pouce de Chérubin Okende est empêché de tout mouvement. Oui, elle ne bouge pas alors qu'elle a des rendez-vous médicaux à l'étranger et tout ça. Donc vous voyez un peu comment on est en train de compliquer la famille. Bref, c'est comme ça qu'on est en train de passer ces moments-ci
nous qui sommes de la fratrie Chérubin Okinde. Alors, merci beaucoup. Alors, on va revenir dans notre débat. Le président de la République a estimé que la constitution actuelle ne nous permet pas, n'est pas adaptée aux réalités sociopolitiques de la République démocratique du Congo. De manière globale, comment vous analysez cette prise de position du président de la République avant que l'on puisse parler du changement ou revision, de l'opportunité ou je ne sais quoi sur ce débat? Vous savez, c'est encore une grosse déception. C'est vraiment une grosse déception. Et j'ai lu cette déception même auprès des grands défenseurs du régime en place. C'est encore une déception. Pourquoi? Parce que, de un, le chef de l'État continue à s'entremêler les pinceaux. Vous voyez, directement, il y a eu des vidéos qui ont surgi sur les réseaux sociaux où le chef de l'État, en défenseur de la Constitution, disait en son temps au chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila, qu'il y avait d'autres priorités que le peuple avait besoin et que ce n'était pas le débat sur la Constitution qu'on devait placer sur la place publique, ce n'était rien de tout ça, c'était d'abord les priorités du peuple qui étaient le manger, le boire, l'école, et ainsi de suite. Ok. Vous allez vous rappeler que lors de l'investiture du président Félix Tshisekedi, il y a eu une chanson inopinée qui a été chantée lors de son investiture. Fachi, Papa Loubaki, les peuples d'abord. Tout le monde a chanté ça à l'unisson. Oui. Ça veut dire que les gens, la population, le peuple avait placé un certain espoir avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Parce que nous venions de passer près de 2 décennies de crise sociale terrible. Cet espoir s'est envolé aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que c'est une grosse déception. Quand aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui n'a pas encore répondu à tous les questionnements de plus de 20 ans de la population congolaise, revient aujourd'hui pour emboucher le discours de la révision ou du changement de la Constitution, alors que ce que lui-même trouvait comme prioritaire n'a pas trouvé ne serait-ce qu'une miette de réponse. Ça, c'est une déception pour la population. Et moi, je crois que le président de la République a fait un faux pas. Il a fait vraiment un faux pas. Nous devrions, ensemble, pour la cohésion de la nation, nous focaliser d'abord par rapport à ce qui est sur le terrain. Parce que déjà là, ça dénote que les mêmes démons qui animaient Joseph Kabila pour chercher comment s'éterniser au pouvoir, les mêmes démons ressurgissent encore. Alors que les gens, vous savez, aujourd'hui, le domaine social, le secteur social, comment il est agité par rapport aux grèves par-ci, aux réclamations par-là, ainsi de suite. Mais le chef de l'État quitte cette sphère-là pour monter. Parce que le peuple n'a pas encore envie pour l'instant. D'accord. On va revenir le temps que la parole tourne. Didier Mouroumi, pratiquement la même question. Le chef d'État a estimé que la constitution actuelle contient plusieurs irrégularités qui entravent le bon fonctionnement des institutions. Vous pensez réellement que la constitution actuelle contient des irrégularités? Si oui, quelles sont ces irrégularités? Merci beaucoup, Merveille, pour la question. Je ne suis pas de même avis que mon co-débatteur pour dire que j'appuie l'idée ou le démarche du chef de l'État. Notre constitution, nous devons l'adapter à la réalité actuelle. Parce que c'est une constitution qui a été écrite en 2006 à l'époque. Aujourd'hui, si nous voyons comment la vie évolue, comment l'économie, comment la politique, absolument, nous devons, pour moi, je parle de la révision de la Constitution. J'avais fait même une tribune, je disais, je disais dans cette tribune que nous devons, l'importance de réviser la Constitution congolaise, c'est un impératif pour la modernité. Un impératif pour la modernité. Oui, allez-y. Donc, dans cette tribune, j'ai essayé d'expliquer d'abord pourquoi nous devons révisiter notre Constitution. Par exemple, nous allons d'abord, si vous permettez, allez-y. D'abord, la Constitution, c'est la pierre angulaire de toute démocratie. C'est un document fondamental qui définit les règles de gouvernance, les droits, les devoirs des citoyens, ainsi que les structures et les fonctionnements des institutions dans un État. Aujourd'hui que nous parlons, il y a une évolution
dans tous les domaines de la vie, Oui. même dans les domaines politiques. Pourquoi nous devons réviser quelques articles de notre Constitution? La première des choses, nous devons adapter notre Constitution aux réalités contemporaines. C'est-à-dire, c'est depuis 2006, comme je l'ai dit, que la RDC a connu des changements considérables sur les plans politiques, économiques et sociaux. La révision de la Constitution permettrait de mieux refléter ces transformations et de mettre en place des mécanismes plus adaptés aux besoins actuels. Par exemple, l'article 3 de la Constitution. Oui, qu'est-ce que l'article 3 dit? Merci beaucoup. J'ai ma Constitution ici, si vous permettez. Parce que le chef de l'État estime que la Constitution, l'actuelle Constitution contient plusieurs irrégularités et qui entravent le bon fonctionnement des institutions. Alors, voilà. Si vous estimez que l'article 3 fait partie de ces irrégularités, vous pouvez nous en donner la lecture. Ça va nous permettre de comprendre la démarche du chef de l'État. L'article 3. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Cette entité territoriale décentralisée sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. Elle est juste de libre administration et de l'autonomie de gestion et de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l'organisation, le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, ainsi que les rapports avec l'État et les provinces sont fixés par une loi organique. Je reviens à ma réflexion pour dire pourquoi, par exemple, on doit changer cet article-là, permettez-moi. Vous allez voir, par exemple, quand j'ai dit l'article 3 doit être révisité, par exemple. Comme je le disais, l'article 3 qui définit les caractères unitaires et décentralisé de l'État pour être revu pour mieux répondre aux exigences de gouvernance locale et de décentraliser locale et de décentralisation effective. Parce que nous voyons aujourd'hui, même nos territoires, même nos chefferies ont des difficultés à bien être gérées. Dans certaines attributions, vous allez voir les pouvoirs centraux immiscent et empêchent cette localité ou ce territoire de bien fonctionner. Je donne un exemple. Comment donner un exemple? Par exemple, il y a des taxes aujourd'hui qui dépendent du gouvernement national, c'est-à-dire du gouvernement central. Mais ces taxes-là, quand on les récolte, on l'amène au niveau central, on n'arrive pas, par exemple, parlons de la caisse de péréquation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Nous avons des provinces qui sont très pauvres. Quand je dis très très pauvres, il manque même des routes, de l'eau. Mais certaines provinces sont un peu évoluées. Pourquoi? Parce que la caisse de péréquation, selon la Constitution, n'existe presque pas. Vous étiez à la décentralisation, je crois que vous connaissez très bien qu'aujourd'hui, c'est difficile. Il y a des provinces qui reçoivent même plus leur rétrocession, comme c'est prévu dans la loi. Bon, en fait, la Caisse nationale de péréquation a été créée pour combattre les déséquilibres entre les provinces, comme vous l'avez dit. Il y a certaines provinces qui ont beaucoup de moyens, d'autres n'en ont pas. La Caisse nationale de péréquation avait pour objectif de combattre ces déséquilibres en finançant le projet voilà, dans différentes provinces qui n'ont pas suffisamment de ressources pour fonctionner. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si la Caisse nationale de péréquation ne fonctionne pas selon la Constitution, moi je pense, de mon point de vue, que c'est peut-être un problème de volonté politique. Parce qu'elle a été mise en place depuis, je crois, 3, 4, 5 ans. Oui. Les animateurs ont été nommés. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement congolais aujourd'hui de financer la Caisse nationale de péréquation pour la permettre à fonctionner normalement? Ce n'est pas la Constitution, de mon point de vue. Didier Mbongomini. Par là, je voulais dire qu'on donne les pouvoirs à changer la Constitution. On va leur donner à ces provinces ou à ces entités décentralisées une façon de mieux gérer les ressources. Parce que, je donne un exemple. Vous allez dans une province, en Mbujimayi par exemple, au Kasaï, il y a les diamants qui sortent du Mbujimayi. Vous savez, depuis des années, si vous allez en Mbujimayi, il n'y a même pas de route alphatée. Il y a à peine qu'on est en train de construire. Si vous voulez voir des routes, c'est peut-être vers la ville, mais vers le siège de Miba, où il y a quand même quelques routes qui sont alphatées. Or, si ces provinces-là
avaient l'autonomie de gérer les ressources, je pense qu'il y aurait développement. Non, l'autonomie de gestion a été consacrée dans l'actuelle constitution. Bon, je le pense, je ne suis pas votre contradicteur. Votre contradicteur va réagir certainement. Je veux revenir à vous. Je m'excuse, Didier Mbogomingi. Ben Chanal, il y a le Saint-Martin, la constitution de Saint-Martin, connue sous le nom de statut de date. Statut qui date de 1660. Les États-Unis, la constitution des États-Unis a été adoptée en 1787 et entrée en vigueur en 1789, si je ne m'abuse. Au Mali, la charte Mandé ou Kouroukam, j'y arrive, Fouga, du royaume Mali datant du XIIIe siècle est considérée comme l'une des plus anciennes constitutions. Alors, quelle est ma question? Tous ces documents ont évolué au fil du temps pour s'adapter aux réalités sociopolitiques de leurs pays respectifs. Après 18 ans, le camp du pouvoir pense que notre constitution a atteint sa maturité. Qu'est-ce qui dérangerait aujourd'hui l'opposition, si l'initiative y avait, de pouvoir changer cette constitution? Merci mon cher Merveille. Je vais revenir à la question pour répondre, mais je voudrais d'abord essayer qu'on essaie un peu de comprendre ce qu'a voulu dire mon cher Mbogomingi. Si vous suivez très bien Mbogomingi, vous allez comprendre que il est juste en train de se fourvoyer. Il est en train de confondre le déficit managérial, le déficit du management des individus, des acteurs, avec la Constitution. Vous lisez l'article 3 de la Constitution, l'article qui consacre la décentralisation. Mais pourquoi on a mis en place la décentralisation? C'était pour rapprocher le dirigeant du dirigé. Oui. Et quand on rapproche les dirigeants du dirigé, ça fait en sorte que mon oncle paternel qui se retrouve à Boulungu ne peut pas attendre que sa vie quotidienne soit gérée à partir de Kinshasa ici, à autant de kilomètres. Et on donne toute la responsabilité à la province, ainsi que, on vous dit, là-bas c'est la commune, la ville, le secteur et la chefferie. On donne le pouvoir, on fait descendre le pouvoir. Le chef de la chefferie, le chef du secteur, c'est comme le président de la République de cette contrée-là. Pour que la population ait du répondant le plus tôt possible, rapidement, avec le pouvoir. Et dites-moi, sur ce point de vue-là, la Constitution doit être changée ou bien révisée sur cet article-là, en quoi? En rien. Donc, le problème qui est là, c'est ce que moi j'ai toujours appelé la conspiratisation. On cherche toujours comment se débarrasser de ses responsabilités en cherchant un bouc émissaire. Et aujourd'hui, à un certain moment, on en parlait avec Merveille hors micro, hors caméra, où on disait que, où je disais que hier, c'était Kabila qui bloquait, avant-hier, c'était Kabila qui bloquait, hier, c'était Katumbi avec les gens de l'Union Sacrée, et aujourd'hui, comme on a dépouillé, on s'est débarrassé de tous ces gens-là, on se retrouve seul face à ses responsabilités, et on cherche maintenant que la Constitution soit comme bouc émissaire. Non, cher ami. Mais je suis correct avec moi-même. J'ai dit ceci. S'il faut révision, ben oui, c'est une œuvre humaine. Toute œuvre humaine est imparfaite. On peut toujours apporter du tonus pour donner un peu du jus et puis redonner un peu du sens par rapport à l'évolution du monde. Ça, je n'en disconviens pas. Mais le problème, c'est quoi? 1, l'intention. Et 2, l'opportunité ou l'urgence. Okay. Aujourd'hui, l'urgence que nous avons en RDC, maintenant pour ce moment-ci, c'est quoi? Parce que dans la Constitution, là, vous avez circulé sur nos routes de Kinshasa ici. Vous ne pouvez plus circuler normalement avec votre véhicule. C'est la Constitution qui nous empêche de pouvoir mettre à jour nos routes. On avait le programme de Kinshasa Zéro Trou ici, qui s'est envolé comme ça. Et pour le bilan, le ministre a fait un bilan élogé pour lui-même, pour dire que c'était une réussite totale, bien à 80%. Mais nous sommes en train de vivre, passez-moi le terme, dans la crasse. Vous comprenez? Et c'est la Constitution qui nous empêche de faire ça. Et c'est la Constitution qui nous empêche de pouvoir ramener les maïs que Vital Kamerhe était parti acheter quand il était ministre de l'économie.
C'est la Constitution qui nous empêche de porter les bateaux du fleuve, les bateaux de pêche que le ministre de l'Agriculture, Pêche et l'Élevage en son temps avait commandé. Non, disons-nous la vérité en face. L'emploi, j'étais encore estomaqué et encore déçu de voir les chefs de l'État qui s'engagent demander aux jeunes s'ils ont besoin d'emploi. Vous imaginez le chef de l'État qui demande aux jeunes s'ils ont besoin d'emploi. Mais le chef de l'État avait promis la création de 6 millions d'emplois. Pour qu'ils lui répondent quoi? Vous comprenez? Et ça, c'est aussi la Constitution. Non, cher ami, nous sommes intellectuels. Nous devons réfléchir. Aujourd'hui, vous et moi savons que l'idée cachée derrière cette révision ou ce changement de Constitution, c'est juste pour préserver le pouvoir et être là ad vitam aeternam. Ça, vous et moi, avec la lucidité intellectuelle que nous avons, nous comprenons que c'est ça. Donc vous accusez le régime de vouloir changer la constitution pour maintenir c'est juste pour maintenir le plus longtemps possible le chef de l'État au pouvoir. Ce n'est que ça l'intention cachée derrière. Et tout le monde le sait. Parce que pour l'instant, l'urgence, l'opportunité qu'on doit réfléchir pour l'instant, c'est comment trouver des solutions. Alors, à ces médecins, à ces enseignants, à la jeunesse et tout ça. Permettez-moi de vous relancer. Le président de la République a parlé d'une réalité liée notamment à la formation du gouvernement. Le temps que ces processus doivent prendre, il estime que ces temps jouent en sa défaveur et que la Constitution doit être changée pour améliorer ces processus et permettre au chef de l'État de pouvoir, directement après sa prise de fonction, travailler pour le bonheur du peuple. N'est-ce pas une initiative qui mérite ce changement de la Constitution? Merveille. Parlons bien, parlons mal. Le gouvernement souminois a fait 6 mois. 6 mois, oui. Pour que ça sorte. Aujourd'hui, il totalise déjà 4 mois, 5 mois peut-être. Bon, disons que ça a été retardé dans les 6 mois d'avant là. Mais dans les 5 mois d'après ici, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Qu'est-ce que si, à l'allure, à la démarche, le jeu que cette équipe est en train de jouer, même si on les avait mis en place 2 jours après les élections, à cette allure ici, on aurait quoi dans les 6 mois là d'avant là? Votre contradicteur va répondre à cette question. Alors, Elie Murumingi, la Constitution empêche, ou je sais pas moi, la Constitution met en place des mécanismes qui alourdit la mise en place du gouvernement, oui. Comme le chef de l'État l'a dit, mais le gouvernement a été mis en place. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a changé, par exemple? D'abord, je dirais ceci. D'abord, notre Constitution mérite d'être révisée. Moi, je ne parle pas des changements de la Constitution. Oui, vous parlez personnellement, je ne suis de la révision de quelques articles. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse changer la Constitution. Parce qu'en changeant la Constitution, cela veut dire que nous allons tout reprendre à zéro. Nous entrons dans la 4e République. 4e République, et non seulement ça. Aujourd'hui, en changeant la Constitution, on peut dire aujourd'hui, nous changeons notre langue officielle. Nous quittons des Français, par exemple, et nous allons en anglais. Nous pouvons changer aujourd'hui notre drapeau. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse changer la Constitution. Parce qu'il y aura beaucoup de conséquences sur le plan interne. Moi, je parle de la révision de certains articles de la Constitution. Même si nos amis de l'opposition étaient au pouvoir, ils allaient toujours chercher à révisiter cette Constitution. Je vous donne l'exemple, comme vous l'avez dit. Un président de la République qui prête serment au mois de janvier, mais qui doit attendre jusqu'au mois de juin pour mettre en place un gouvernement. Nous oublions que la dernière année, c'est l'année électorale. Donc, les chefs de l'État, en réalité, son mandat n'est plus de 5 ans. Il travaille à peu près 4 ans au lieu de 5 ans. Alors, ça ne permet pas au président de bien appliquer sa politique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, quand on dit la politique du gouvernement est menée par la politique du gouvernement, c'est le Premier ministre normalement qui a la responsabilité. Oui. Mais si aujourd'hui, par exemple, on sort, on voit un accident ou des embouteillages, qu'est-ce que la population dit? Mais le président a tel abisso du Cambo. Cela signifie quoi? Cela signifie, malgré ce que le Premier ministre fait,
mais c'est le président de la République qui est responsable devant la population. Il y a d'abord ça. Je donne un exemple. Le Premier ministre est nommé. Mais la Constitution ne donne pas le pouvoir au président de la République de révoquer le Premier ministre. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, même le Premier ministre est en contradiction avec le président de la République. Le président de la République n'a pas ce pouvoir-là de lui révoquer. Parce que la Constitution ne lui donne pas ces pouvoirs. Non, mais il peut utiliser des moyens politiques. Je vais un peu vous relancer. Alors, le gouvernement Gizeng a pris 37 jours pour sa mise en fonction. Le gouvernement Mouzito 16 jours. Le gouvernement Tata 10 jours. La Constitution n'est pas un problème. C'est la gouvernance sous le président Tshisekedi qui pose problème. Le Congolais doivent le savoir. On est vigilant. C'est un tweet de Jean-Claude Katende que je cite. Ok. Alors, si pour installer le gouvernement Souminoya, il a fallu 6 mois, pour le gouvernement Matata, il a fallu 10 jours, est-ce que c'est toujours un problème de la Constitution? Ou c'est un problème d'homme? Moi, je pense qu'il faut donner au président de la République le pouvoir, lui donner la chance de bien constituer son gouvernement. On ne peut pas, à l'époque, les contextes politiques ne sont pas les mêmes. Quand nous parlons de Matata Ponyo, par exemple, Matata Ponyo était du PPRD, à l'époque, Kabila était au pouvoir. Est-ce que, je crois, c'était encore quoi, leur plateforme politique? La MP, la majorité présidentielle. Après, qui a évolué l'alliance. Je dirais, les contextes politiques ne sont pas les mêmes. Les contextes politiques de l'époque de Kabila ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Cela signifie, nous ne sommes pas dans les mêmes périodes. Donner la chance au président de la République. Même si nos amis Fayoulou ou Katumbi et consorts étaient au pouvoir, il allait toujours chercher à révisiter quelques articles. Ne pensez pas, quand on veut révisiter l'article, la Constitution elle-même, elle est révisable. La Constitution donne l'opportunité qu'on puisse les réviser. Oui, exactement. Puisque vous avez cité Fayoulou et Katumbi et les autres, j'ai, dans l'entame de cette émission, relayé leurs propos par rapport à la démarche du chef de l'État. Katumbi pense que Tshisekedi n'a pas été préparé à être président de la République. Et Fayoulou pense que Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Comment réagissez-vous, vous qui défendez le chef de l'État? Bon, c'est normal, hein? C'est la réaction de l'opposition. À l'époque, quand Kabila voulait changer la Constitution, ou voulait changer ou révisiter la Constitution, quelle a été la réaction de l'IDPS? Ils ont fait des banderoles. Ne touche pas ma Constitution. Mais l'IDPS qui défendait cette Constitution, aujourd'hui, pourquoi l'IDPS au pouvoir veut changer cette Constitution? Aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit, même si Fayoulou, même si Matata Ponyo était au pouvoir, il allait toujours chercher à changer certains articles. N'oubliez pas que cette Constitution-là, il y a des articles qui sont verrouillés, qu'on ne peut jamais toucher. La forme de l'État, ainsi de suite. L'article 220, c'est verrouillé. C'est-à-dire, la Constitution donne la possibilité qu'on puisse la réviser, mais au moins, il verrouille certains articles. Il n'empêche pas qu'on le verrouille, mais il verrouille certains articles. C'est ces articles-là qu'on ne peut pas toucher. Je suis d'avis que ces articles-là, on ne peut pas toucher. Alors, pour les autres articles, on peut toucher, ça ne pose pas de problème. Alors, ça permet, moi je dis toujours, ça permet qu'on puisse s'adapter aux réalités actuelles. Ça permet qu'on puisse s'adapter aux réalités actuelles. Il y a également un débat sur ces sujets de la Constitution. Le débat concerne le lieu, je ne sais pas moi, de la rédaction de cette Constitution. Si mon réalisateur est d'accord avec moi, on pourra avoir cette vidéo du penseur et Sambo, qui est actuellement le conseiller spécial du président de la République. À l'époque, il parlait, il disait qu'il est l'un des rares cadres universitaires qui a participé à l'élaboration de l'actuelle Constitution de la République démocratique du Congo. La Constitution congolaise est solide. Notre Constitution n'a jamais été la petite sœur de la Constitution française.
beaucoup de choses dans notre constitution ont été imitées par la France. Après, la Belgique a copié le système de la Cour constitutionnelle, déclare le professeur Jean-Louis Sambou, à l'époque qui est aujourd'hui conseiller spécial du chef de l'État. Il n'est pas le seul qui a également donné un point de vue. Mbata, le professeur Mbata, qui est également un autre cadre de l'IDPES, qui déclarait à l'époque que nous avons l'une des meilleures constitutions du monde. Tous ces gens entourent le chef de l'État aujourd'hui, sauf sans citer le chef de l'État lui-même qui avait dit à son temps que ce n'est pas un problème de la Constitution, c'est un problème de gouvernance. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qui justifierait le changement de la Constitution? Merci Merveille. Je reviens encore à ma position. Je ne suis pas pour le changement de la Constitution. Parce que si aujourd'hui on change la Constitution, comme je l'ai dit, on prend la Constitution qu'on a aujourd'hui, on doit l'enterrer, on doit oublier, on doit tout, c'est-à-dire on doit refonder la nation. L'initiative de changer la Constitution, nous sommes dans un pays démocratique, les chefs d'État peuvent dire, bon, nous voulons qu'on puisse changer la Constitution. C'est comme l'a dit lui-même, qui va créer une commission constitutionnelle qui va réfléchir par rapport à ça. Attendons que le moment arrive. Attendons. Alors, Ben Chadad Kimoni, je rentre vers vous pour essayer de parler du fond du problème. Avoir les différentes réactions des acteurs politiques, pensez-vous aujourd'hui que nous allons tout droit vers une confrontation, comme ce fut le cas en 2015, avec, à l'époque de Joseph Kabila, d'ailleurs une triste période qui a conduit à la mort de Thérèse Kapangala, Rossi Chimanga Mukendi et beaucoup d'autres Congolais qui sont tombés parce qu'ils voulaient bec et ongle défendre cette constitution. Alors, puisque la thématique aujourd'hui tourne autour de ce questionnement sur la cohésion nationale, puisque cette démarche est lancée, pensez-vous aujourd'hui que nous allons tout droit vers une confrontation? Mais effectivement, chère Merveille. Vous savez, vous avez posé une question très intéressante tout à l'heure, là, à Mbongomingi, sur qu'est-ce qui a changé. Mais la réponse est claire. C'est la posture politique qui a changé. C'est la posture politique. C'est comme ça que tout le monde comprend que ce n'est pas des idées sincères, républicaines, derrière cette initiative. Vous comprenez? C'est la posture politique qui a changé. Hier, Mbata, Félix Tshisekedi étaient dans l'opposition. Ceux qui étaient au pouvoir, dans leur posture de vouloir conserver le pouvoir le plus longtemps possible par des voies non démocratiques, en jouant un peu au filou, ils ont voulu imposer soit une révision, soit un changement de la Constitution pour se requinquer. Et eux étant dans l'opposition, cherchant à tout prix à accéder au pouvoir, ils ne voulaient pas que ces jeux-là soient menés de cette manière-là. Aujourd'hui, Kabila cède le fauteuil, il va à l'opposition avec les Kambere, avec les autres. Mata, Tshisekedi se retrouve au pouvoir. C'est la posture. Eux reviennent en charge avec la même idée, la même intention de conserver le pouvoir le plus longtemps possible par des manières non droites. Et ceux ici commencent à rétorquer. Si nous continuons à avancer comme ça, c'est la République qui en pâtira. Vous comprenez? Si nous continuons à avancer comme ça, où les individus politiques, acteurs politiques soient-ils, sont en train juste de chercher comment, avec des moyens mesquins, comment se maintenir au pouvoir, sans pour autant s'intéresser au bien de la République, au bien de la population, nous n'avancerons pas. En tant que Congolais, en tant que patriotes, vrais patriotes, nationalistes sincères, vrais, nous ne pouvons pas emboucher les discours des gens juste pour l'harmonie du son. Non. Il faut à un certain moment réfléchir vraiment sérieusement sur que doit bénéficier la République pour ceci ou pour cela. Moi aussi, je l'ai dit tout à l'heure ici, que je considère la Constitution comme une œuvre humaine. La réviser, qui est perfectible. Perfectible. La réviser n'est pas un sujet tabou. Mais entre nous, vous êtes père de famille, je le suis également. Vous êtes à la maison. Vous avez 10 000 francs. Vous avez un problème de pelouse dans la parcelle et vous avez un problème de provision dans la maison. Vous privilégiez quoi? La pelouse fait beau. Hein? Fait beau quand on rentre dans votre parcelle, on voit le jardin qui est bien tondu et tout ça.
Mais les enfants doivent manger. Mais les enfants doivent manger. Mais si, moi en tant que papa qui des enfants, j'arrive à la maison et je trouve une très belle pelouse bien entretenue, et les enfants me disent que papa qui nettoie depuis une semaine, tu as liaté. Je dis, mais je viens de voir une nouvelle pelouse ici. Je dis, non, papa dit que ça fait beau. Je vous prendrai pour un responsable? Non. C'est l'ordre des priorités que nous sommes en train de débattre ici. Vous voyez, la priorité pour le camp politique du chef de l'État, qui sont en train de les turiféraires du chef de l'État. Et à l'époque, Matt les appelait même des tambourières. Eux sont là pour pousser le chef parce qu'ils veulent consolider leur position. Sans pour autant s'intéresser à ce que la population dira. C'est le chef de l'État qui doit ouvrir l'œil et le bon. Parce que, vous savez, vous êtes en train de dire que non, l'opposition aussi, un jour, s'il est au pouvoir aujourd'hui, patati patata, il pourra aussi réviser la Constitution et ainsi de suite. Mais vous savez, la meilleure manière de pousser le peuple à vous demander de révisiter la Constitution, c'est laquelle? C'est la manière où vous accédez directement par votre premier mandat, vous démontrez que vous aviez vraiment une vision pour le pays. Et que, comme on le dit, qu'on reconnaît un bon maçon au pied du mur, dès la fondation, on comprend vraiment que vous êtes en train de travailler pour le bien de la République. Ce même peuple-là, par rapport à l'article 5 de la Constitution, a ce pouvoir-là de vous dire que, chef de l'État, vous pouvez revoir ça, parce que nous, on sent que la vie commence à se stabiliser et il y a d'autres choses qui veulent nous tirailler. Oui. Mais ici, ce que le chef de l'État était en train de crier hier contre Kabila, que la vie était chère, les situations étaient intenables, ainsi de suite. Oui. Qu'est-ce qu'il a changé pour qu'aujourd'hui ils disent que nous sommes prêts pour y aller? Je vais vous relancer, je vais vous relancer. Mais j'aimerais qu'on suive cette vidéo du conseiller spécial du chef de l'État. Bon, à l'époque, il ne l'était pas, mais il a émis un point de vue concernant la constitution de la République. Et puis nous allons revenir pour analyser le reste au propos du chef de l'État, là où il a abordé la question liée à l'opposition congolaise. À tout de suite. Je suis l'un des rares universitaires qui a participé à l'élaboration de la Constitution du début jusqu'à la fin. Donc, je connais les arcanes de cette Constitution et les dessous de cartes. Je connais également les acteurs. Ceci dit, la Constitution est solide. Si elle n'aurait pas été solide, la révision de 2011 n'aurait été que mineure. Si elle n'aurait pas été solide, on aurait changé beaucoup de choses. Rassurez-vous que les initiateurs de la révision de 2011 regrettent aujourd'hui de l'avoir fait. Notamment lorsqu'on a supprimé le détour de l'élection présidentielle. La plupart d'entre eux souhaitent revenir à deux tours, alors qu'ils l'ont enlevé en 2011. Ce qui signifie que la Constitution est solide. Vous évoquez l'idée d'un ou d'une universitaire française que j'ai eu à rencontrer lors d'un colloque international au Bénin, et je lui ai dit qu'elle a menti. Elle a effectivement écrit un article là-dessus, elle a menti. Je ne la reconnais pas comme universitaire français qui est venu pendant que nous étions en train de discuter de la Constitution. Je ne le reconnais pas. Et lorsque je lui ai dit cette vérité, elle m'a dit qu'elle n'a jamais été à Kinshasa, mais qu'elle a eu des informations. Et c'est comme ça qu'elle a pensé que notre Constitution ressemblait à bien des égards à celle française. Nous n'avons jamais été la petite sœur de la Constitution française. Beaucoup de choses dans notre Constitution ont été imitées par la France après. Notamment, en 2010, lorsque la France, 2010, a modifié sa Constitution, qui fait accroître beaucoup de pouvoir entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Nous, on l'a fait en 2006. La Belgique a copié le système de la Cour constitutionnelle congolaise, parce qu'à l'époque, la Belgique n'avait que le tribunal d'arbitrage. Et donc, nous ne sommes pas la petite sœur de la Constitution française. Le seul Français que je connais qui est venu pendant que les Congolais discutaient de la Constitution, c'était Pierre Mazeaud, qui à l'époque était
président du Conseil constitutionnel. Dites-vous bien, il n'a jamais été constitutionnel, c'est un privatiste. Donc, s'il y a des Congolais qui estiment que ils ne sont pas en mesure de regarder les Français et de leur dire qu'ils ont menti, alors ça, il faut leur conseiller, leur donner la chance de pouvoir dire aux Français que cette dame-là, elle a menti. Donc, notre Constitution regorge beaucoup de choses, par rapport à la France d'ailleurs. Quand vous regardez la manière dont nous avons organisé le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, c'est ce que la France a appelé par après question prioritaire de constitutionnalité. Ça n'a rien de nouveau, si ce n'est qu'un mélange entre un contrôle par voie d'action et un contrôle par voie d'exception. Donc, les Congolais doivent être fiers de... Merci beaucoup, madame, messieurs. Nous venons de suivre là le professeur Essambo. À l'époque, il n'était pas encore conseiller du chef de l'État, spécial du chef de l'État, nous devons le dire, et mettre un point de vue sur notre Constitution. Il a cité le seul Français qu'il a vu dans la salle pendant qu'on rédigeait la Constitution. Le président de la République a parlé, a estimé que c'était une Constitution rédigée par les étrangers. Le professeur Essambo devra revenir nous dire si, entre ce que le président de la République a dit et son point de vue de l'époque, qu'est-ce que le Congolais doivent réellement retenir par rapport à la Constitution? Qu'elle a été rédigée par les étrangers, ou que le seul étranger qui était présent, c'était un certain Français qui l'a vu et qui n'a même pas participé à la rédaction. Je pense qu'il est important pour les générations futures que le professeur Essambo, que le professeur Mata viennent et revenir nous dire qu'est-ce qui a changé entre nous avons l'une des meilleures constitutions de la République et tout ce qui s'est dit ici. Alors, je reviens avec vous, vers vous, c'était juste une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme très vite. Opposition à péter. Pour certains analystes, à suivre la logique du chef de l'État aujourd'hui, l'opposition laisse un boulevard au pouvoir parce que aujourd'hui, l'opposition n'est pas sur terrain et le chef de l'État l'a dit. Réseaux sociaux, mobiliser la population. Ce n'est pas aussi ce qui raffermit le chef de l'État dans sa démarche de pouvoir réviser la Constitution parce qu'il sent que le peuple est avec lui, parce que l'opposition est inexistante sur terrain, malgré les gesticulations de Fayoulou Parsi, Katumbi ou encore Sessanga. Merveille. Vous savez, moi j'ai toujours refusé qu'on fasse porter à l'opposition une figure ou un visage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que penser que si on doit parler opposition, on doit voir tel ou tel autre monsieur ou tel autre leader. Non. L'opposition, c'est d'abord tout ce qui est contre ce qui est en train de se faire par le régime. Le régime nous impose en plein Gombe, vous trouvez un lac artificiel qui a été créé là, impraticabilité de circuler. C'est ça l'opposition. L'opposition, c'est quand vous sortez ici, vous voyez le tableau d'affichage des cambistes, où on affiche le dollar qui grimpe à chaque seconde. C'est ça la vraie opposition. L'opposition, c'est quand maman qui partait au marché avec 15 000 francs, revenait avec quelque chose de consistant pour manger à la maison, et aujourd'hui, elle ne revient avec presque plus rien, avec 20 000 francs. C'est ça d'abord l'opposition. Et l'opposition la plus nuisible pour un régime, c'est sa façon de travailler. Maintenant, il y aura maintenant des acteurs qui vont entrer en danse, des acteurs politiques, parce que eux proposent un autre programme par rapport à la souffrance qui est en train d'être vécue. Ça, maintenant, on les appelle les acteurs de l'opposition. Non, mais vous êtes inexistant sur le terrain. Vous êtes avec je vais y arriver. Ados Nomba, c'est dans l'alternative 2026. Mais inexistant sur le terrain. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Je vais y arriver. Vous savez, l'UDPS a habitué la population congolaise, et je crois que le chef de l'État est aussi dans cette trame-là, à une opposition violente. Vous savez, quand l'UDPS organise une marche dans les temps, jusqu'aujourd'hui aussi, apparemment, le virus n'a pas toujours quitté. Quand l'UDPS organise une activité, surtout dans les temps, pour le compte de l'opposition, vous allez voir des casses, vous allez voir des morts d'hommes, vous allez voir des actes de lynchage, ainsi de suite.
cette brutalité-là. Aujourd'hui, au pouvoir, l'UDPS pense que pour avoir une force proportionnelle dans l'opposition, il faut que les gens puissent fonctionner comme nous, on a fonctionné. Or, même en étant avec eux dans l'opposition, nous leur disions à l'époque que ça, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Parce qu'au-delà de tout, la République reste notre patrimoine commun, à nous tous. Si on doit réclamer normalement et par des voies pacifiques. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps ici, le cadre de concertation de l'opposition a organisé un sit-in au niveau du palais de justice. Oui, oui. Vous avez vu que vous êtes parmi les acteurs. Parmi les acteurs majeurs. Oui. Vous avez vu comment la population a répondu massivement. Parce que ça a été encadré normalement dans la paix et tout ça. Mais vous connaissez avec Ngobila ici et tout ça, quand on réprimait les gens par la force, quand on étouffait les actions de l'opposition dans l'œuf. Donc, c'est pour dire que Kabila à un certain moment pensait aussi ça. Qu'il n'y a pas trop d'opposition, j'ai été fragilisé et tout ça. En 2015, il a voulu faire passer son alinéa 3 de l'article 8 qui conditionnait les élections en 2016 au recensement par l'ONIP et tout ça. Vous avez vu comment tout le monde est sorti. Il faut craindre surtout cette opposition. Non, mais là, avec le soutien de l'Église catholique, parce que l'opposition était essoufflée, bien que Kabound à l'époque a parlé de 50-50. Je vous dis, cher Merveille, l'opposition n'a jamais été essoufflée. L'opposition sera essoufflée le jour où le Congolais se réveillera le matin, trouvera qu'il a de l'électricité stable. L'opposition sera essoufflée le jour où le Congolais se réveillera le matin, il a de l'eau potable en permanence. Le jour où il entrera au marché, il fera un bon shopping avec moindre frais, où son pouvoir d'achat sera garanti. Le jour où les maïs que ma caméra était partie chercher reviendront ici. Le jour où les bateaux de pêche qu'on a commandés viendront. Le jour où les avions promis par le chef de l'État viendront. C'est ce jour-là que l'opposition sera faible. Oui. Mais pour l'instant, l'opposition est très forte parce que la population ne se retrouve pas. Et le jour où il y aura la goutte qui fera déborder le vase, vous sentirez qu'on ne saura plus retenir la foudre de la population. Alors, merci. Bongomingi Didier, l'Église catholique avait déjà averti. Hein, le cadre de concertation, je crois, de la Sanko avec les évêques, on avait rédigé un mémo qu'ils ont adressé au chef de l'État. J'ai suivi quelque part Monsieur Donatien Solé rappelait d'ailleurs cette décision des évêques qui estimait que la révision, je sais pas moi, le changement de la Constitution n'était pas une bonne décision. C'était une décision qui pouvait embraser le pays. Si aujourd'hui l'Église catholique adopte la même stratégie qu'ils ont eue à l'époque, face à Joseph Kabila, où il y a des marches après les églises, après des messes, ça a conduit à la mort de beaucoup de gens aujourd'hui. Nous parlons de Thérèse Kapanga, nous parlons de Rossi Chimangabou Kelly, paix à leur âme, nous saluons les familles. Vous pensez aujourd'hui que le pouvoir actuel pourra faire face à cette machine de l'Église catholique? D'où nous nous questionnons sur le problème des cohésions nationales qui pourra être brisé suite à cette démarche. Quel est votre point de vue? Merci Merveille. Moi je pense, avant que nous arrivions là, c'est-à-dire les chefs d'État puissent mettre en place une commission constitutionnelle qui va réfléchir s'il faut réviser ou changer la Constitution. Moi, mon point de vue, je demande au chef de l'État de convoquer un dialogue. Un dialogue, pas pour partager les postes, mais un dialogue où il va appeler tous les acteurs de la classe politique congolaise, réfléchir et ensemble décider, quand nous allons réviser la Constitution, quels sont les articles qu'on doit changer. Et si le président de la République pense à un changement total de la Constitution? C'est ce que j'ai dit. Il faut que ça soit dans un cadre. C'est-à-dire qu'il puisse d'abord appeler, si lui-même il ne le fera pas, avec l'Église catholique, organiser une concertation avec toutes les forces politiques de la République. Non, il a rejeté, la main tendue de Fayou. Moi je pense, ça c'est mon conseil à moi, moi je pense ça va aider les pays d'avoir cette cohésion. Parce que nous avons besoin de cette cohésion. N'oubliez pas que nous sommes ici, il y a une partie de la République qui est sous occupation par une armée étrangère. Est-ce que, vous savez, quand nous nous fragilisons à l'interne, nous donnons l'accès
aux ennemis de la République de nous fragiliser davantage. Donc moi, en tant que Congolais, ça c'est ma réflexion. Je demande au chef de l'État, avant que nous arrivions là, c'est-à-dire les changements ou les révisions de la Constitution, qu'ils puissent d'abord organiser une concertation, qu'ils puissent organiser une rencontre avec toutes les forces politiques de la République, prendre langue avec eux, parler, discuter ensemble. Ça va nous empêcher de voir ce qui est passé à l'époque des Kabila. Alors, oui, et ça va nous empêcher de revivre ces mêmes événements. Il y a dans la foulée des Congolais qui font suffisamment leur travail et qui se battent jour et nuit pour que les choses puissent s'améliorer. Dans le lot, il y a l'inspecteur général de finances, Gilles Lingueté, que nous saluons d'ailleurs son combat pour la lutte contre la corruption. Vous pensez quoi de Gilles Lingueté et de tout ce qu'il a aujourd'hui comme combat et tout ce qui va avec? Merci. C'est une petite parenthèse. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. Oui. Merci Merveille pour cette opportunité. Moi, je pense aujourd'hui le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'il était entouré des gens comme Gilles Lingueté, ce pays allait déjà avancer et aujourd'hui, on allait avoir des changements dans beaucoup de domaines, bien qu'il y a déjà des changements. Il y a quand même des gens qui travaillent, qui aident le chef d'État à faire avancer la République. Gilles Lingueté, qui est le chef de service de l'IGF, il est revenu du pays il y a le vendredi passé. Il était parti assister à la 9e Assemblée Générale et au 11e Forum des inspecteurs généraux d'États d'Afrique et d'institutions assimilées qui s'est tenu à Luanda du 22 au 25 octobre. Et il est rentré au pays. Dans cette conférence où il avait assisté, ils ont parlé il y avait comme thème la lutte contre la corruption et le blanchissement, investigation, répression et coopération. Nous saluons le travail de Gilles Lingueté. Aujourd'hui, nous avons récupéré l'hôpital du cinquantenaire qui avait un contrat depuis 2013 qui était cédé à une firme indienne depuis 2013. Cette firme n'a pas respecté les clauses. Il devait verser 40 millions de dollars à la République. Il n'a pas fait. La République a investi 100 millions et il devait chaque mois, en réalité, verser les 5% des bénéfices. Oui. Il n'a pas fait. Les inspecteurs des finances se sont saisis du dossier. Ils ont fait leur travail et ils ont donné rapport au gouvernement. Et le gouvernement, Madame la Première ministre, à travers les ministres de la Santé, Kamba, aujourd'hui, nous avons récupéré notre hôpital, donc notre hôpital du cinquantenaire. Alors, peut-être avec l'IGF, pour pratiquement finir, on vous communiquez pour l'IGF. Je vois très souvent, j'ai voulu vous poser cette petite question. J'ai omis de le faire en début de l'émission. En début de l'émission, j'ai voulu le faire à la fin, parce que nous allons clôturer avec vous ces dossiers. Alors, Antoinette Kipoulou, Daniel Madimba, Michel Kabea interdit de quitter le territoire national. Encore les prouesses de l'IGF. Bien sûr. On a, ces trois personnalités ont bénéficié du gouvernement une somme de 5,5 millions de dollars pour aller construire des centres de formation professionnelle dans les grands Bandundu et dans les grands Kasaï. Malheureusement, ils ont reçu cet argent. Après quelques mois, les travaux n'avançaient plus. Les inspecteurs de l'IGF sont descendus sur le terrain pour aller vérifier. Ils ont trouvé qu'il y avait seulement 25% des réalisations physiques. Ils sont allés maintenant chercher là où l'argent a été, dans les comptes où l'argent a été logé. Ils ont trouvé ces comptes vides. Ah, donc, ils ont trouvé ces comptes vides. Les trois personnes ont récupéré les 5,5 millions qu'ils ont utilisés pour autre fin. Raison pour laquelle l'inspecteur chef de service, Gilles Lingueté, a écrit, il a demandé à la DGM qu'on puisse récupérer tous les passeports
de ces gens qui ne puissent pas sortir. Alors, merci beaucoup. En attendant que la justice sans si vous permettez, je peux chuter. Oui, les procès forage. Et chuter, vous devrez revenir sur d'autres sujets pour chuter. Sinon, on va en faire les procès forage. Une thématique spéciale. Enfin, nous avons les procès forage qui est fixé le 11 novembre de cette année. Les procès forage, mais malheureusement, il n'y a que M. Maïka Senga et M. Samba Batili qui vont comparaître. Oui, Nicolas Kazadi et Rubota. On en parle. Pardon, que c'est dit Rubota et Maïka Senga. Malheureusement, M. Nicolas Kazadi, qui est, on dit, qu'il y avait des soupçons de détournement, parce que c'est lui qui était l'argentier. C'est lui qui faisait sortir cet argent à plus de 4 fois. Plus de 70 millions de la République est sorti. Donc, lui, il n'est pas là. Il a pris son avion, il est en France pour des soins de santé. Alors, un mot de la fin par rapport à notre thématique. On va finir avec vous là. Comment envisagez-vous l'avenir de la RDC face à cette démarche de changement de la Constitution? Merci, Merveille. Comme je l'ai dit, je suis pour la révision de la Constitution, mais pas pour les changements de la Constitution. Il y a certains articles de la Constitution qui méritent d'être révisés. Il y a d'abord ça. Mais je demande au chef de l'État, pour ne pas commettre des erreurs que Kabila avait commises dans le passé, comme mon co-débatteur a parlé de l'article 8, il avait voulu ajouter un linéaire conditionnant l'organisation de l'élection par le recensement, oui, chuté. Et pour ne pas chercher à mettre le pays dans le chaos, je propose au chef de l'État, avant d'arriver là, avant de créer cette commission, qui puisse organiser fédérer la classe politique tout autour de lui pour avoir les quitis de la population. Merci beaucoup. Ben Chanal, il a abordé les questions liées à l'IGF sur ce plateau. Vous pouvez toutefois réagir, c'est un débat. Vous pouvez toutefois réagir, c'est un débat. Mais au fait, pratiquement la même question pour finir, parce qu'il faudrait chuter et que ceux qui nous suivent puissent retenir quelque chose de notre débat. Nous craignons, c'est vrai, que nous puissions aller tout droit vers une confrontation qui pourrait permettre à nos ennemis d'agir sur nous, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un pays agressé, nous avons des ennemis à affronter. Mais quelle solution aujourd'hui pour que cette démarche de changement de la Constitution ne puisse pas entraver la cohésion nationale? Non, la solution est une et unique. C'est le bien du peuple, le bien de la République. Travailler d'abord pour assouvir le bien de cette population longtemps meurtrie, qui avait placé leurs espoirs en ce nouveau régime. Le chef de l'État a reconnu ça lors de son investiture pour le second mandat, le second et dernier mandat, où il a dit qu'il y a eu plusieurs erreurs d'apprentissage, bien sûr, pour le premier mandat, et qu'il n'allait plus recommettre les mêmes erreurs. Triste de constater que nous avons les indices des mêmes erreurs du passé. On a qualifié d'autres compatriotes de combattants. On a qualifié les opposants des Bandoki. Opposants Nzala. Maintenant, c'est les opposants Nzala. Vous voyez? Oui. Donc, ce sont des tics qui ne favorisent pas la paix sociale, qui ne favorisent pas la cohésion nationale. Alors que le chef doit être au-dessus de la mêlée, au-dessus des émotions, pour servir vraiment de ce symbole-là de l'unité nationale. Alors, pour l'instant, pour éviter la confrontation, pour éviter l'embrasement, il faudra que ces projets-là soient mis de côté, qu'on travaille vraiment d'abord pour la population. Donc pas de changement, le peuple souffre. Oui. Cette population ne tolérera pas ce projet de changement de constitution. Là, je vous le garantis. Et je voulais aussi interpeller les acteurs politiques majeurs qui sont autour du chef de l'État. Nous avions vu Moïse Katumbi, pour le citer, aux côtés de Kabila. Quand Kabila a commencé à nourrir les ambitions de pouvoir toucher à la constitution et tout ça, Moïse Katumbi a pris le courage de quitter Kabila. Aujourd'hui, nous regardons Bahati, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et les autres. Nous les regardons. Et si l'UDPS et si le chef de l'État s'entêtaient pour continuer sur cette lancée-là, ils seront avec la population
où ils seront avec leur poste politique. Voilà. Je vous remercie. Ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup. Madame, monsieur, vous étiez nombreux à nous suivre. Mais malheureusement, le temps nous imparti touche à sa fin. Vous pouvez participer à ce débat en commentant et en partageant cette vidéo. Vous pouvez également contribuer en nous contactant sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Pour nous, en ce qui nous concerne, nous allons vous retrouver certainement très prochainement. Et ça sera avec le même plaisir. Prenez soin de vous, vivez en paix, vivez heureux. Je vous retrouverai très prochainement. Merci.